Messieurs, on va commencer bien sûr avec ce Racing 92 Stade Français. 49-24, score final. Il y avait 10-8 à la mi-temps pour le Stade Français. Alors comme d'habitude, il y a deux côtés. Soit on salue la performance du Racing, soit on tape un peu sur les doigts des joueurs parisiens. On va commencer un peu par le Racing 92. J'ai envie parce qu'il y a cette victoire bonifiée. Il y a ce maintien qui se rapproche à grands pas après ces 5 points. Cette 6e place qui est plus qu'à 3 points presque dans ce top 14 fou. Bon, ils ont fait le boulot et c'est aussi ce qu'on doit retenir de cette équipe du Racing. C'est dans la lignée des dernières semaines du Racing. Et bravo, coup de chapeau au président, à Jackie Lorenzetti, d'avoir, on le sait maintenant, fait le bon choix quand il a décidé de mettre un grand coup de balai, de changer son staff et de faire appel à Patrice Collazo. Patrice Collazo, c'est quelqu'un peut-être qui ne fait pas l'unanimité chez tout le monde. On en pense ce qu'on veut. Mais aujourd'hui, moi, je remarque, en tout cas, depuis des semaines, j'ai l'impression que depuis que Patrice Collazo a repris en main ce collectif, il y a un état d'esprit, il y a une âme, il y a une identité qu'on ne voyait plus dans cette équipe du Racing. Et même sur quelques matchs perdus ces derniers temps, moi, j'ai trouvé qu'il y avait eu une espèce de révolte. Même encore à Perpignan le week-end dernier, où malgré les cartons et tout, ils sont encore en passe de pouvoir aller chercher quelque chose à la fin. Et là, ce match était hyper mal embarqué. Et je pense vraiment que s'il n'y avait pas ce caractère et cet état d'esprit dont je parlais juste avant dans ce groupe-là, ils auraient pu sombrer. Ils auraient pu sombrer parce que la première demi-heure a été très très compliquée pour eux. Mais encore une fois, franchement, moi j'ai trouvé qu'ils ont su se faire violence à l'arrivée. Ils mettent 50 grains. Voilà. C'est ce qu'on appelle un électrochoc réussi. Encore une fois, bravo aux dirigeants du Racing pour la décision. Après cette victoire, voilà, le Racing a désormais 9 points d'avance sur Perpignan, qui est 13e. Mais du coup, Stade Français qui est 12e, mais à égalité de points avec Perpignan. Mais bon, 9 points. C'est un matelas assez confortable quand même. Et combien de retard sur la 6e place? Et 3. Seulement 3, voilà, j'ai dit 3 du coup. Alors bien sûr, 3 points de retard sur Clermont qui est 6e, La Rochelle qui est 7e et Lyon qui est 8e, puisque les 3 équipes sont à égalité. Non mais oui, top 14 est hyper serré, donc à coup de 5 points, ça va très vite. Mais voilà, 41 points marqués en deuxième mi-temps. Oui. Bon, on peut le dire sur la dynamique et avec ce qui est proposé par le Racing ces dernières semaines, plus le matelas maintenant qu'ils ont avec la place sur le Stade Français. Le Racing s'est maintenu, je pense, pour moi en tout cas, mentalement, ils ont passé ce cap de se dire maintenant on a trouvé une identité d'équipe, comme disait Jérémy. C'est vrai que Collazo, qui était un peu le pompier par intérim, mérite d'être capitaine presque de caserne au final et de rester dans les prochaines années avec le Racing, puisqu'il construit une équipe dans un club où il y a vraiment eu ce manque d'identité sur les années précédentes. C'était un peu caractérisé comme une équipe un peu folle, capable de tout. Là maintenant on arrive à retrouver ce Racing dans les fondamentaux du rugby. Et aujourd'hui c'est comme ça qu'il gagne face au Stade Français, qui est censé être une des équipes qui représente justement ces fondamentaux, notamment la mêlée, les rucks, tout ça, et le combat. Et le très bon exemple, ça a été le banc pour moi du Racing, qui a apporté ce qu'il devait apporter. Donc ça prouve aussi la cohésion d'un groupe et l'émulation qu'il y a dans une équipe quand ton banc te permet de gagner des mètres, de faire exploser l'adversaire physiquement pour au final aller marquer des essais faciles derrière. Et bon, quand tu as des joueurs comme Tussova ou encore Le Garec sur le terrain, le rugby c'est tout de suite plus facile. Surtout, j'enlève rien à la performance de Le Garec, mais Tussova, bon, il a joué au bowling, quoi. C'est-à-dire qu'il a joué au bowling avec des quilles bleues un peu foncées. Samuel Ezala a passé une première mi-temps très difficile, à part son essai. Défensivement, défensivement, ça a été compliqué. Bon, après, qui ne passerait pas une mi-temps difficile face à un Tussova dans cet état-là, quoi. D'accord avec toi. Physiquement, t'avais l'impression, mais c'était même parfois frustrant parce qu'on s'est dit plusieurs fois, nous, devant le match, il aurait fallu que le Racing, qui a été plusieurs fois devant les 5 mètres parisiens, envoie Tussova lancer à 5 mètres de la ligne. Et là, c'est le cheat code. C'est comme Meafou à Toulouse, c'est comme Skelton un temps à La Rochelle. Tu l'envoies lancer, c'est fini, il y a essai. Je et d'ailleurs, t'as été écouté. Oui, et ils l'ont fait en deuxième période sur l'essai de Tussova, justement. Ouais, mais pas de la manière. Je pense que c'est une marque, un cheat code qui n'est pas assez utilisé par le Racing 92, même si aujourd'hui... faut le dire, Tussova revient bien, même s'il a eu des débuts compliqués aussi avec le Racing 92, et donc ça fait du bien de le voir dominant à nouveau physiquement en tout cas. Est-ce que vous misez le Racing 92 dans les 6 en effet un sprint là dernière minute, peut-être que je ne sais plus parier là, t'as vu toutes les équipes, pourquoi pas. Non, mais les contre-performances de partout, c'est un gros match. Ils reçoivent la prochaine journée, dans 2 semaines ils reçoivent Bayonne. Donc là ils ont une semaine, non, ils ont la demi-finale de Challenge Cup.
Donc on va voir comment il qui paradoxalement, il faut le dire, je pense, en plus leur a fait beaucoup de bien. Il leur a fait beaucoup de bien. Oui, c'est vrai. Mais ils ont la demi-finale à Lyon à jouer. Donc à voir quelle équipe ils envoient, une équipe type, peut-être qu'il faut y laisser un peu de pub, c'est vrai. Ouais, mais alors je t'arrête, je trouve justement qu'une des forces du Racing version Patrice Colazo, c'est de ne pas avoir vraiment d'équipe type, c'est que il fait quand même beaucoup tourner, le niveau de performance. Alors ok, il y a des mecs qui sont indispensables, au premier rang desquels des Tuisova, des Ficou, Le Garec, mais quand même, moi je trouve que ça tourne beaucoup, que l'effectif se régénère, que justement il a mis en place une espèce de concurrence, comme le disait Yanis aujourd'hui. Ce qui fait vraiment la diff, c'est le banc, donc c'est les mecs qui étaient sur le bord qui ont eu un rôle capital à jouer. Donc je crois au contraire que c'est bénéfique pour eux de continuer à tourner, que ce soit en Challenge Cup ou en Top 14. Alors franchement, ça peut être l'épouvantail de fin de saison. Hein. Ouais, t'as raison, ce Challenge Cup leur a donné beaucoup de confiance, notamment le match contre le Connard, où là, c'est vraiment des matchs où tu crées une vraie identité de groupe, puisque tu es en difficulté, la difficulté la plus totale ensemble, et tu arrives à t'en sortir collectivement. Et d'ailleurs, on m'a vanné sur l'émission précédente, mais c'est vrai que dans cette compétition, il a mis Noah Zinzen capitaine, puis Max Print capitaine, et donc c'est donner la responsabilité aussi à des jeunes joueurs dans cette formation pour leur donner de la confiance et donner la confiance à tout un groupe. Oui, donc en tout cas, il y a la confiance du côté du Racing, bon, un peu moins du côté du Stade français. Parce que là, on le savait déjà avant ce match, le Stade français n'était pas au mieux, mais bon là, alors au-delà de la prestation et cette seconde période où ils encaissent plus de 40 points et on se demande ce qui s'est passé à la mi-temps pour les joueurs du Stade français, il y a le bilan comptable. Au bout d'un moment, ils sont à égalité de points avec Perpignan qui est 13e à 4 journées de la fin. Ils n'ont qu'un point d'avance sur Vannes qui est 14e. On rappelle le 14e qui est directement relégué en Pro D2 et le 13e qui sera barragiste contre le finaliste sortant de Pro D2. Et il y a un Perpignan-Stade français qui se profile lors de la prochaine journée. Au bout d'un moment, voilà, la situation est très complexe, très complexe pour le Stade français. Là, les 2 dernières semaines les 2 derniers week-ends sont cauchemardesques pour le Stade français. On pouvait penser justement que ça pouvait être un tournant positif. Tu reçois une équipe très remaniée du Stade Toulousain à domicile. Derrière, tu vas jouer le derby francilien où tu performes souvent en plus sur le plus du Racing. Bon, il n'y a pas besoin de mettre beaucoup d'ingrédients pour avoir la motivation. Et tu ressors de ces 2 matchs avec 0 points. Oui. Avec des attitudes, notamment dans le combat, dans les choses comme ça, qui sont assez inquiétantes, et puis des trous d'air incroyables. Alors, ça a été l'entame de match contre Toulouse qui avait été catastrophique. Et là, c'est la deuxième mi-temps, quoi. Parce que, il faut souligner, tu l'as dit, hein, ils sortent, ils rentrent au vestiaire, ils sont devant au score. Oui. Dans un match de la survie, ils sont devant au score. Et tu prends 41 points, 41-14 en deuxième mi-temps. Avec 2 essais de Paris, le score est déjà fait, quoi. Ils mettent 2 essais, mais ils prennent, j'ai plus la stat, mais ils se font distancer. Le Racing a le bonus assuré déjà. Il va falloir être très bon, là, parce que sachant qu'il y a un week-end off, là, il y a la semaine qui arrive, soit tu te fais un mal de crâne quand même terrible. Ça, là, je sais pas. Hein. Je sais pas s'ils vont faire, s'ils partent en stage, je sais pas ce qu'ils font, mais il va falloir régénérer fortement les cerveaux. Là. Léo Barré touché à l'épaule. Macalou touché au genou. Ouais, Macalou est revenu en fin de match, si je me trompe pas. Mais non, il est revenu en fin de match à l'aile. Non, il est revenu à l'aile à la place de Lester Etienne. Ah non, alors des points positifs, il y en a plus du tout. Non. Mais que ce soit, Ryan Chapu le disait au micro de Canal+, même en termes de comportement, de contenu, là, le bilan comptable, il est ce qu'il est. Il faut sauver le Stade français, en tout cas les joueurs doivent sauver le Stade français. Et là, tu sais, à Aimé Giral, ça va être le feu. On connaît l'ambiance à Aimé Giral dans ces matchs comme ça. Perpignan est habitué à jouer ces matchs-là depuis 3 saisons. Pas le Stade français, en tout cas pas cet effectif du Stade français. Et là, c'est très compliqué. Et Vannes, on va y revenir, qui est revenu vraiment dans la course, et il y a cette 14e place qui menace aussi. Voilà, c'est ce que j'allais dire, c'est que la vraie nouveauté, c'est que tu ne te bats pas seulement pour un access match, où tu te dis, bon voilà, la 13e place, si on l'accroche, il faut quand même continuer, parce que tu vas jouer contre le finaliste de Pro D2, c'est pas fini. Bah non, maintenant il y a la menace de la 14e place, qui celle-là, c'est banqueroute, hein. Tu finis à 14e, tu redescends direct. Et autant ce serait peut-être pas un cataclysme, entre guillemets, pour Vannes ou pour Perpignan, autant être 14e aujourd'hui pour le Stade français,
ce serait une catastrophe nucléaire, quoi. Surtout, ce qui me fait peur pour le Stade français, c'est qu'ils ont montré tout au long de la saison qu'ils n'ont pas su gagner ces matchs ultra importants, comme là va être le déplacement à Perpignan. Donc il y avait ce match contre le Racing où on avait noué de grands espoirs, la réception le match à Vannes aussi, Toulouse. à l'époque, et voilà, déjà. j'allais venir au match contre Vannes. C'est des matchs que le Stade français, avec son standing, doit gagner pour assurer son maintien. Et c'est des matchs qu'ils perdent, justement. Donc j'ai très très peur pour le déplacement à Vannes et pour la suite de la saison. Là, je suis en train de me dire, quand je regarde la deuxième mi-temps du Stade français aujourd'hui et la première mi-temps, en tout cas la première partie de la première mi-temps la semaine dernière contre Toulouse, mais que fait cette équipe est-ce qu'elle va vraiment pouvoir se battre et avoir des arguments pour la fin de saison? Je ne veux pas remuer le couteau dans la plaie, mais un seul point pris par le Stade français cette année à l'extérieur. Ah oui. Voilà. C'était à Vannes. À Vannes. 33. Un seul point. Ouais, La saison dernière, c'était la meilleure équipe du top 14 à l'extérieur. Ouais. Mais en fait, là, tu viens de mettre surtout, le doigt sur quelque chose. Comment cette équipe, deuxième l'an dernier, demi-finaliste du top 14, qui passe à un poteau dans la prolongation, une pénalité près, peut-être d'une finale de top 14, comment cette équipe peut être dans cette situation aujourd'hui? On ne va pas revenir sur toutes les péripéties du staff, Karim Ghezal, Laurent Labitte, etc. Mais c'est complètement fou. En un an, de là où était Paris et là où on retrouve cette équipe de la capitale aujourd'hui, c'est complètement dingue. Est-ce qu'il n'y a pas des joueurs l'année dernière qui ont surperformé par rapport à cette année? Peut-être. Cette année, Jérémy Ward, tu le vois? Non, mais il était le capitaine, le meilleur joueur, un des meilleurs joueurs du championnat l'année dernière. Je veux bien que la perte de Joris Second soit une grosse perte pour eux. Malheureusement, aujourd'hui, tu regardes les joueurs du Stade français, tu te dis pas... cette équipe, elle peut se battre pour le top 2. Excuse-moi, quand je regarde l'équipe d'aujourd'hui. Oui, mais tu ne le disais pas l'an dernier, et pourtant. Qu'elle est un peu surperformée la C'est semaine pour ça dernière. que je te dis que l'année dernière, pour moi, surperformée. Un tout petit peu surperformée la semaine dernière, je peux te croire. De là à quand tu sous-performes, tu es 12e à un point de la 14e place à 4 journées de la fin, j'en suis pas certain. Voilà, je pense qu'il y a eu il y a eu déjà en coulisses, ça a été difficile pendant de longs mois au staff, c'est pas facile. Là, du coup, maintenant, tu dois te mettre en mode métier, mais t'es pas habitué, donc. Tu vois, voilà, c'est beaucoup de choses. Quand tu as des saisons qui partent comme ça, c'est difficile de relever la tête. Donc, après, oui, c'est vrai qu'on pourrait se rapprocher d'un cataclysme pour le rugby français. Il y a un vrai problème de mental aussi dans cette équipe qui a plusieurs fois cette saison quand même a lâché en seconde période des matchs qu'elle maîtrisait en première période. Il y a un vrai problème au niveau de ça. Et c'est ce qui quand tu joues le maintien, c'est quand même problématique d'avoir des soucis au niveau du mental. Bon, en tout cas, le Perpignan Stade français vaudra le coup d'œil. Donc dans 2 semaines, achetez vite vos billets, les Catalans. C'est pendant le multi. C'est pendant le multi, 16h30. Je veux pas dire de bêtises, mais je suis quasi sûr parce que c'est Toulon-Toulouse le samedi à 21h. T'as Castres-Clermont à 14h30 le samedi, et le dimanche c'est Montpellier-Bordeaux. C'est les 3 matchs en prime, et ensuite du coup tout le reste. Donc le Racing jouera aussi pendant le multi contre Bayonne. Messieurs, on va passer à l'Ovation, et l'Ovation c'est toujours un peu la course pour le maintien. C'est Vannes. Parce que Vannes a pris 5 points contre Toulon. Voilà, l'équipe type de Toulon, donc on se sentait obligé de les ovationner à Séventé. Alors, est-ce qu'on considère que c'est la plus grosse surprise de ce week-end? La victoire de La Rochelle à Bordeaux. À titre personnel, oui. Voilà, parce que Toulon s'est déplacé à Vannes avec son équipe type, presque seul. Voilà, la titularisation de Marius Domo à l'ouverture était une nouveauté, mais est-ce que c'était un turnover souhaité par le staff, on va dire, pas poussé parce que Garbizi était sur le banc. Non, mais voilà, Toulon, Abadi, Serein, Ludlam, Jaminet, Fainganoukou, ils étaient tous là, les Toulonnais, ceux qui ont affronté Toulon, en tout cas en quart de finale, à Toulouse, pardon, en quart de finale de Champions Cup il y a 2 semaines. Et les Toulonnais ont été corrigés au tableau d'affichage, non, parce qu'il y a 29-19, donc 10 points d'écart, mais Vannes a pris le bonus offensif. Donc, premier bonus de l'histoire, déjà, bonus offensif de l'histoire pour Vannes. Donc, il ne faut pas les choses à moitié contre Toulon. Mais ça relance tout pour la 14e place. On l'a dit, déjà les Vantais, ils sont exceptionnels. Ouais, et il ne faut surtout pas sous-estimer la performance et les qualités de cette équipe vantaise. On l'a répété moult fois, qui fait quand même une saison assez positive, voire plus que ça, assez héroïque par rapport à... On leur promettait l'enfer. Et c'est pas le cas. Il n'empêche, sur ce match-là, l'immense déception vient du RCT, parce que quand on envoie l'armada qu'ils avaient envoyé, et tu l'as dit, t'as donné les noms, c'était clairement pour aller vaincre sur la pelouse du dernier du championnat, et pour marquer des points et frapper un grand coup dans la course au demi-finale direct.
Et il y a qu'à voir un petit peu les commentaires. Au-delà du match, les commentaires de Pierre Mignoni sont assez équivoques après le match. Voilà, il a parlé de honte. Ouais, un sentiment de honte. Les Toulonnais ont été apathiques. Alors sur quoi il faut mettre ça? Est-ce que depuis cette élimination en quart de finale, lui a l'air de dire ils sont un peu absents depuis ce moment-là? Alors est-ce qu'ils ont pris une énorme claque et qu'ils s'en sont toujours pas remis? Je sais pas. Mais moi en tout cas, c'est effectivement la performance qui m'a ou la contre-performance plutôt qui m'a le plus surpris. Surtout que les Toulonnais, cette année, s'ils avaient une vraie qualité, je trouvais, c'était de réussir à être pragmatique dans les moments qui comptaient. Je me rappelle de 2 ou 3 matchs, notamment au Stade Français, ils avaient su resserrer le jeu quand il fallait pour aller s'imposer en étant très fort sur les basiques, la conquête, etc. Et là, de ne pas être capable de le faire sur la pelouse de Vannes, je ne sais pas si c'est inquiétant, mais en tout cas, c'est un vrai signal d'alarme pour Mignoni et son staff. Ouais. Et après, alors, Esteban Abadi, en conférence de presse, a insinué que peut-être certains étaient arrivés un peu facile à Vannes. Par-dessus la jambe. Et Esteban Abadi disait, moi, ces matchs-là, je les ai joués avec Brive. Quand tu joues une équipe qui joue le maintien, si tu mets pas les ingrédients, les fameux ingrédients, on dit que c'est des phrases bateau, mais c'est vrai, tu te fais, excusez-moi l'expression, tu te fais casser la gueule, quoi. Tu peux te faire casser la gueule, même si tu es Toulon, même si... Et c'est ce qui est arrivé, en fait. Le RCT est tombé sur des Vantais qui avaient plus envie qu'eux. Évidemment, et c'est pas la seule équipe d'ailleurs ce week-end, mais il faut souligner aussi que Vannes a fait un match de patron, un match d'héros. C'est des héros, en fait, les mecs dans leur plat pays là-bas en Bretagne. Non mais sans déconner, t'arrives... Plat pays, t'as pas été beaucoup en Bretagne. Ouais, je sais pas, je suis jamais allé. Non mais le plat pays, c'est la Belgique, je te rappelle. C'est pas grave. Le plat pays. Bon bref, c'est des héros là-bas puisque quand tu tiens tête déjà à cette équipe toulonnaise, tout le monde t'attendait au tournant puisque c'est vraiment la dernière cartouche aussi des Vantais, puisqu'au final, donc maintenant ça ne l'est plus, mais si tu perdais ce match, tu étais vraiment en difficulté au classement et pour revenir, il fallait vraiment faire un coup à l'extérieur, chose dont ils n'ont pas été habitués cette saison. Mais les Vantais aussi n'ont pas renié leur jeu avec des joueurs de devoir au niveau de la conquête, de la puissance, ont su rivaliser avec les Toulonnais et surtout de la filouterie. C'est ça que j'aime bien dans cette équipe de Vannes, c'est que tu as toujours un ou deux mecs qui arrivent à avoir des espaces et à chercher les petits coups. Là, ça a été Varney cette fois-ci, mais combien de fois ça a été Rourou par le passé dans cette saison, à voir les bons coups à faire et à porter sur leur dos cette équipe magnifique et ce peuple d'ailleurs assez remarquable cette saison qu'on découvre en top 14. Mais ce qui est génial, c'est qu'il nous offre une vraie bataille. Un vrai suspense. En bas, on a eu l'habitude souvent quand même d'avoir une équipe décrochée à ce moment-là de la saison. Là, d'avoir les Vantais qui s'accrochent, qui sont quand même qu'à un point d'une équipe faisable. comme le Stade Français. Quand tu regardes la fin de saison, c'est faisable. Ils reçoivent Pau. Ils reçoivent La Rochelle aussi. Et voilà, sur le papier, c'est pas plus impressionnant que quand tu vois la dynamique du Stade Français et la dynamique de Perpignan, aujourd'hui, dire que Vannes peut se maintenir en top 14, c'est loin d'être une hérésie. Et puis surtout que Vannes est préparé depuis des mois à vivre cette fin de saison-là. C'est-à-dire que pour eux, c'est du bonus d'en être là. Ouais. C'est-à-dire qu'eux, ils se sont dit, ça sera une saison réussie si on en est là et qu'on bataille jusqu'au bout pour le maintien. Donc mentalement, pour faire écho à ce que tu disais Yanis tout à l'heure, eux ils sont préparés à cette lutte, à cette bataille. Eux ils espéraient l'avoir. Que le Stade Français, que vous le vouliez ou non, pour eux c'est une catastrophe de vivre cette fin de saison pour le maintien. Et c'est important à retenir, en cas d'égalité, le Stade Français n'a pas l'avantage sur Vannes. Parce que Vannes a Perpignan a l'avantage sur Vannes. Vannes prend un point de bonus au Stade Français. C'était la deuxième journée, je crois. Il me semble qu'au goal average, tout ça, c'est pas acté que le Stade Français aura l'avantage sur Vannes. Par contre, Perpignan a l'avantage sur Vannes. Oui, donc parce que le match nul. Voilà. Donc par exemple. C'est dommage, c'est presque dommage pour eux, là, t'en rends compte. Ils seraient. Et surtout qu'ils menaient de 10 points contre Perpignan à 5 minutes de la fin. Bon, bref, ça, faut tu vois, quand ils gagnent, puisque tu faisais tout à l'heure un peu les gros yeux, quand tu disais attention, ils vont recevoir La Rochelle qui est du coup pas facile à prendre maintenant, ça devient plus le bon client à prendre, mais ils gagnent Toulon. Qui les imaginait battre Toulon avec le bonus offensif. Après, surtout Toulon avec l'équipe qu'ils ont. Au match aller, rappelez-vous que Vannes était gagné à La Rochelle quand même. Mais je suis d'accord avec toi, mais pour avoir été à Castres-Vannes, je suis d'autant plus déçu de la prestation des Vantais, par exemple à Castres, qui jouaient des Castrés qui sortaient d'un quart de finale à Northampton et qui ont été très décevants sous des trompes d'eau physiquement.
Alors que là, ils ont rivalisé. Le début de match à Castres, ça allait se jouer là et ils ont complètement presque explosé. Est-ce que tu penses Papali pas les a qu'il y a un fait petit exploser. côté Rabin, un petit côté on est chez nous là? Ah mais ça c'est possible. Ça c'est possible. voilà. Et ça pourra fonctionner. Qui contre pour la fin de Rochelle et saison Pau, va prendre en plus une Peut-être. dimension Mais supplémentaire. il y a aussi une petite irrégularité, forcément, hein, sinon peut-être qu'il ne serait pas 14e, mais qui est normal aussi, il ne faut pas oublier d'où ils viennent. Mais voilà, donc il va falloir enchaîner. Là, ils ont une semaine de repos encore. Donc voilà, et attendre La Rochelle, et pourquoi pas un nouvel exploit. Et vraiment, parce que surtout que Perpignan et Stade Français se jouent. Hein. Donc les deux équipes ne pourront pas gagner. Hein. Soit il y aura nul, soit il y en a une qui perdra. Donc là, au bout d'un moment, c'est aussi une occasion en or, et ça, ils le sauront. Et en plus, avantage, ils joueront en même temps. Mais du coup, oui. Donc pas de question à se poser. Hein. Tu ne connaîtras pas le Ouais, résultat. Ce qui est énorme, c'est que Tu pourras aller au sur final, Ribéirama pas dans le match si tu veux. là, on peut le dire, 20 €. Van a son destin en main. Ah S'il bah, gagne- bah, Oui, mais c'est le cas de toutes les autres équipes aussi. bah non, pas du tout. Oui, oui, si, oui. Bah, si Perpignan gagne tous ses matchs, ils seront maintenus. Oui, ils mais seront Van, maintenus, tu vois, jusqu'à présent, ils étaient dépendants d'une défaite des autres équipes. Il voulait dire qu'en cas de victoire, ils passeront Oui, devant voilà. l'équipe Oui, qui voilà. perdra. Oui, voilà. Mais C'est bon, bien résumé. Oui, mais je veux dire, c'est un prono c'est pour le une- reléguer, messieurs. c'est On une nous demande dans le situation- chat, on nous demande dans le chat. Ah putain, c'est dur. Ouah, c'est chaud. Perpignan, alors ils vont à Toulouse dernière journée. et Non, ils avant- reçoivent tous les Oui. Ils reçoivent Toulouse. Alors ils reçoivent Stade Français. Ouais. Ils vont Ils vont à Clermont. Ils vont à Clermont et ils reçoivent Toulouse. D'accord. Toulouse qui aura sûrement plus rien à jouer à la dernière journée. C'est compliqué puisque j'ai envie de te dire le Racing, Ouais, Perpi va à Clermont le Stade Français et va à La Rochelle, Perpi aussi. Pas facile à Perpi. et le Stade Français du coup, ça Le fait Stade Perpignan. Français, ils finissent contre Castres à la maison, ça c'est sûr. Stade Français, ils vont à Perpignan, ils reçoivent Lyon. Ils Vont à vont Clermont. Ils non vont, non, ils vont à, Ah, ils vont pas à ils vont à Clermont aussi, Ouais. et ils reçoivent Castres. Donc en plus Lyon après, qui sera il- pas facile à prendre à demi. Il n'y a aucun calendrier qui sera facile sur le papier. Ils n'ont pas d'autres questions plus simples sur le chat, non? Est-ce que tu peux changer de polo? Oh non, mais ça c'est c'est encore plus dur ça. Non, c'est encore plus dur ça. C'était pour toi, Yanis. Ah, non, du coup, pour répondre, je vais assassiner notre argumentaire. Donc, je vais dire Van. D'accord. Allez, vas-y, réponds. Ouais, j'aurais dit Van aussi, mais Mais par contre, je dis le Stade Français en barrage. D'accord. Voilà. D'accord. Non mais ok, non, mais bon, ça veut pas dire qu'on a place à s'infuse. Hein. Les Vantais, rassurez-vous. j'ai peur C'est quand un même pronostic, c'est pas une volonté déjà. J'ai peur Oui. qu'ils reçoivent La Rochelle au mauvais moment. Ah oui, mais ça. Après, est-ce qu'ils recevaient Toulon au bon moment? Après Toulon qui avait fait Peut-être- tourner contre bah, Clermont, la preuve que voilà, oui. mais La on preuve peut que en oui, la parler, preuve on que peut oui. en parler. Ah, et il y a Paul ARD, hein. On soupçonne Ah. Paul ARD qui c'est. Qui La Rochelle bâtie champion de France. Autre question. Voilà, Paul Arnoux, bien sûr, vous l'avez reconnu, mais il a discuté, il nous écoute. Et il va être heureux puisqu'on va parler un peu du match de La Rochelle dans notre John Bunker. Vas-y. Quel Si- match tu le, hein. Vas-y. Non, mais on va parler de l'UBB et on parlera bien évidemment de La Rochelle aussi sur ce match. Oui, parce que autre argument aussi, oui, c'est vrai que Vannes, ça finit à Bordeaux la phase régulière, donc il va vraiment falloir pas se louper à la maison, mais ça après ça c'est normal. Je pense qu'ils n'ont pas besoin qu'on leur dise les Bretons pour savoir qu'il faut faire le boulot à la maison s'ils veulent se Il faut maintenir. gagner des matchs pour se maintenir. Il Voilà. faut marquer plus de points que l'adversaire Faut pour gagner des matchs, ça c'est sûr. Messieurs, John Bunker pour l'UBB, une semaine avant sa demi-finale de Champions Cup contre le Stade Toulousain, une demi-finale que tout le rugby français attend, que le rugby européen attend aussi, bien évidemment. Les duels, on les compte même pas sur ce match. Mais il y avait un gros match à jouer contre La Rochelle à Chaban-Delmas avant cette demi-finale. Et Yanis, l'UBB, certes, est tombé contre un Stade Rochelais retrouvé, conquérant, mais n'a pas réussi grand-chose quand même. Voilà. Quelle piètre manière de se préparer pour une demi-finale de Champions Cup. Bordeaux-Bègles se fait peur sur ce qui fait sa faiblesse depuis maintenant plusieurs mois, plusieurs années aussi, c'est-à-dire sa conquête et son jeu au sol. On le sait, c'est la force des Rochelais quand ils veulent y mettre des ingrédients, et c'est pas pour rien que les Rochelais ont souvent été la bête noire de l'UBB ces dernières années, parce que les Rochelais savent les ingrédients pour battre cette équipe, c'est-à-dire mettre la guerre dans le jeu au sol. Et encore une fois, l'UBB n'a pas été capable de relever ce défi. Je dis encore une fois parce que j'ai dit par le passé, notamment le match récemment au Racing, que ça fait partie des aléas d'une saison de perdre des matchs comme ça, de faire des contre-performances comme ça. Mais au bout d'un moment, c'est plus des actes isolés. Ça devient presque une habitude pour Bordeaux-Bègles quand elle perd ses matchs.
que ce soit la faute de ces zones-là, j'ai pas envie de dire de ces avants, puisque c'est pas vraiment de ces avants, c'est juste dans le combat au sol et dans les attitudes techniques. Maintenant, je pense que c'est aussi ce qui fait une force de Toulouse. Donc c'est pour ça que je dis quelle piètre manière de se préparer pour une demi-finale de Champions Cup, et aussi moralement, puisque tu perds quand même contre La Rochelle, qui est censé être un de tes ennemis, en tout cas mentalement, puisque tu as beaucoup de Rochelais qui se déplacent à Chabandelmas, qui vont chambrer les Bordelais, là j'en connais un par exemple, qui vont chambrer les Bordelais à Chabandelmas pour... voilà, c'est de bonne guerre, hein. Mais je trouve que mentalement c'est terrible de perdre ce match de cette manière. Juste aussi, oui, pour mettre dans le contexte, pour ceux peut-être qui n'ont pas suivi, mais je suppose que ceux qui nous suivent ont un peu regardé les compositions. Déjà, l'UBB n'avait pas fait tourner. Non, c'est l'équipe. Voilà, Lucu Jalibert à la charnière, Bielbiarré. Ça a tourné en première ligne. Voilà, non mais je veux dire derrière par exemple, la patrouille de France était là. Voilà, Buros, Bielbiarré. Ah, puisque c'était ça à la place de Lamotte. Oui. Non, et Tammy Funa était laissé au repos aussi. Non mais, mais alors, derrière il y avait semaine, non mais je suis d'accord. Non, mais c'est quand même le titulaire. Moi, il va débuter contre Toulouse. Je sais pas. Je remets pas du tout en cause ton analyse, et même voir, je la partage sur certains points. Par contre, là où je me différencie de toi, c'est que je pense pas qu'il faille du tout le mettre en perspective avec la demi-finale de Champions Cup qui arrive, dans le sens où je pense pas que la défaite de ce samedi face à La Rochelle aura la moindre influence ou le moindre impact sur l'investissement ou je ne sais quoi des Bordelais. Il faut savoir aussi que par expérience, ces matchs-là, ils sont quand même assez bâtards, pardon du terme, à préparer, parce qu'on a les discours de façade. Tout le monde va te dire non, on ne doit pas se tromper de combat, on prépare ce match de ce week-end, on a la tête à ça, on se concentrera ensuite sur le reste derrière. Mais c'est pas vrai, quoi. Je veux dire, on peut pas en vouloir non plus aux mecs, que ce soit au groupe, au staff, j'en sais rien à qui, parce que même Yannick Bru a été assez lucide dans son analyse. Hein, il dit tout le monde s'est trompé, les joueurs sur le terrain, mais nous aussi dans la préparation du match, certainement. On peut pas leur en vouloir aussi d'avoir peut-être pas l'esprit concentré à 200% ou autant qu'il le faudrait. Du coup, est-ce qu'il aurait peut-être fallu mixer la composition d'équipe davantage ? Peut-être, mais en même temps, c'est facile de faire le constat une fois que le match est perdu. S'ils avaient gagné, ça lui aurait donné raison. Mais en tout cas, ces matchs, les week-ends juste avant des échéances aussi importantes, c'est quand même hyper dur. Je suis à la fois pas d'accord. C'est hyper dur à aborder, quoi. Mais je pense que là où a souffert Bordeaux contre La Rochelle, c'est le secteur où il souffre depuis un bon bout de temps. Je pense que c'est pas un acte isolé. C'est quelque chose déjà. Alors pour répondre en deux mots, c'est déjà un secteur où comme ça, là, tout le monde voit. Toulouse voit notamment quelles sont les faiblesses de Bordeaux. Aujourd'hui, là, oui, mais c'est pas parce que tu as perdu contre La Rochelle. Le replay contre La Rochelle, c'est l'équipe de Bordeaux à peu près qui sera alignée contre Toulouse. Ils voient quels sont les secteurs défaillants à Bordeaux, premièrement. Et deuxièmement, moi, je crois que si tu veux être l'équipe que Bordeaux veut être, tu dois, gagner aussi ce match de championnat, quel que soit le contexte. Et même s'il y a une demi-finale, même s'il y a une demi-finale avant que Toulouse, et tu dois pas faire que piètre. Et il y a un moment. Tu sais, le Stade Toulousain, en 2021, une semaine avant d'être champion d'Europe, a perdu à domicile en championnat contre Bayonne. Oui, bien sûr. Non, mais juste pour dire que peut-être aussi qu'aujourd'hui, on va te dire, Toulouse, ils ont battu 4, ils ont une maturité là-dessus que n'a pas encore l'Union Bordeaux. Tout simplement, je pense que ce groupe-là, on n'est qu'à l'an 2 de l'ère Yannick Bru. Ce groupe-là, il est encore en apprentissage, il est peut-être pas encore arrivé à maturité, et je pense pas sincèrement que la défaite contre La Rochelle va mettre le brouillard dans les esprits avant la demi-finale contre Toulouse. Je nie pas que Bordeaux est en progression ou quoi, et qu'elle n'est pas encore ce qu'est Toulouse. Mais je constate du coup que Bordeaux aujourd'hui a plus de faiblesses que Toulouse, et du coup se met vraiment dans une position de... t'as l'impression que si Bordeaux va battre Toulouse la semaine prochaine, c'est presque un exploit, quoi. Alors, sur le plan comptable, il y avait surtout ils ont loupé une belle occasion pour la demi, parce que Toulon avait... C'est ouf. Toulon avait perdu, on en a parlé. Toulon a joué à 16h30, Toulon prend 0 points à Vannes. Je pense que Bordeaux ne s'attendait pas à un tel résultat, sans être méchant vers les vantés. Et du coup, 0 points aussi pour Bordeaux. C'est complètement statu quo, du coup. On rappelle occasions en plus les Bordelais. Et on rappelle qu'il y aura un Toulon-Bordeaux à l'avant-dernière journée. Toulon reçoit aussi Toulouse après la demi-finale de Champions Cup. Donc si jamais il y a victoire à Bordeaux, quelle équipe va envoyer Toulouse au Vélodrome contre Toulon? Ça reste à voir. Mais bon, en tout cas, 2 points d'avance pour l'UBB sur Toulon, 4 jours avant la fin.
Et le grand gagnant, oui. C'est Toulouse. Mais le Stade Toulousain a quasiment validé le billet pour les demi-finales. On en parle d'un classique. Non, mais c'est assez dingue, l'opération 0 de l'UBB et du RCT, qui quand même, on peut dire ce qu'on veut, étaient quand même les deux formations avec Toulouse les plus régulières dans la performance en championnat. Et on ne pouvait pas s'attendre, franchement, à ces contre-perfs-là, même si, une fois qu'on basculera sur La Rochelle, en tout cas, à titre perso, j'étais assez convaincu qu'il suffisait d'une victoire de La Rochelle pour changer un petit peu la phase de leur saison. Et force est de constater qu'ils n'ont pas rigolé à Bordeaux. Et on va en parler tout de suite. Des Rochelais. Des Rochelais, de ces fameux Rochelais qui, après avoir galéré et encore galéré pendant des semaines, ont battu d'1 point Bayonne à De Flandre il y a plus d'une semaine, à l'heure où on tourne. Et il y a cette victoire, 21-10 à Chabandelmas, une victoire un peu de patron. Et il y a aussi, comme c'était le cas contre Bayonne, les patrons, les vrais patrons rochelais qui ont pris un peu le volant et qui conduisent et qui accélèrent. Les Carbarlo, Skelton, Antonio, Aldrit, ils sont toujours là. Et quand eux vont, les Rochelais vont. Elle est bien différente en plus de la victoire contre Bayonne qui était plus du soulagement et où vraiment c'était tendu de A à Z. Là, on a senti des Rochelais sereins. Et on a senti que de A à Z, quels que soient les assauts bordelais, il y avait au moins un Rochelais qui était présent pour aller gratter un ballon, pour aller plaquer. On a vu Carbarlo taper un sprint face à Louis Bielbiarré pour aller lui choper le ballon. On a revu des cadres Rochelais, tu vois. Carbarlo, c'est l'exemple typique, qui fait un bon match. Et dans la saison, il n'a pas tout le temps été à son avantage. Et là, on a semblé le retrouver. On a vu un très bon Jack Noël aussi. Oui. Aldrit, qui a aussi été bon, c'est vrai, quand La Rochelle est moins bien, mais qui là, du coup, est éclatant au milieu de tous ces mecs. Ce dernier ballon là, qui va gratter. Ah oui, et tous, ils s'y sont filés. Et puis, c'est une équipe qui sera, mais pas du tout drôle à prendre si elle va en phase finale. Personne n'a envie de les prendre en finale. Oui. Quand tu vois, s'ils sont tous à leur niveau, les joueurs de La Rochelle, La Rochelle, ça peut aller loin. Oui. Ça, c'est vrai que je pense que tous les coachs vous diront, peu importe l'adversaire, il faut battre tout le monde. Mais je pense que dans l'intimité du vestiaire des coachs, je pense qu'on a tous coché l'adversaire à éviter et qui sera peut-être La Rochelle en phase finale, effectivement. Non, mais vu que tu m'as traité de vieux en début d'émission, s'il y a bien un truc que j'ai appris dans ce métier depuis que je fais ça, et ça peut paraître cliché, mais la force des dynamiques, c'est complètement dingue. Je veux dire, être dans une dynamique positive ou négative. Et ces Rochelais qui étaient en galère complète, dans cette spirale négative depuis des semaines et des semaines et des semaines, en fait, tu te rends compte ils le savaient eux-mêmes, ils avaient juste besoin d'un truc, c'est de casser cette spirale de défaite, de gagner un match, un seul, peu importe la manière. Ce qui a été fait contre Bayonne, et Dieu sait qu'ils se sont fait peur. Et la libération, elle a été totale. Et c'était pas du tout la même équipe de La Rochelle à Bordeaux. Mais parce qu'elle est libérée, parce que ces mecs-là, ils sont pas devenus mauvais du jour au lendemain. Je veux dire, les 3/4 de cet effectif, il est double champion d'Europe. Mais il fallait faire une semaine d'entraînement, de préparation quand tu viens de gagner, quand tu t'es sorti de ce truc où t'as plus la confiance, où t'oses plus. Ça y est, là, maintenant, qu'est-ce qu'ils ont à perdre, quoi. Maintenant, ça y est, c'est fait. Ils vont repartir à l'assaut des 6 premières places. Et attention s'ils y sont, parce que, encore une fois, derrière le trio dont on a parlé, s'il y a bien une équipe qui a un sacré talent dans son effectif, c'est celui-là. Alors, il y a quelque chose, encore une fois, aucun match n'est facile, bien évidemment. Le calendrier de La Rochelle, sur le papier, est abordable. C'est Vanté qui peuvent faire de gros matchs, mais il y a ce déplacement à Vannes, qui est quand même la lanterne rouge, certes, qui peut faire de gros matchs, je le répète, mais il y a pire. Et ensuite, les Rochelais vont recevoir des équipes, recevoir Montpellier, qui n'a plus encore joué. T'as toujours quelque chose à jouer en top 14 et ils sont à 1 point de la 6e place. Ils sont qu'à 1 point de la 6e place. Mais oui, le Racing est à 3 points de la 6e place. Ah non, mais tu te rends compte que là, je pensais pas que c'était aussi serré en fait. Pau est à 4 points de la 6e place. Tout le monde se gagne. Donc, mais bon, reçoit Perpignan, reçoit Perpignan ensuite après Montpellier et se déplace sur la pelouse de Pau, qui là peut-être à la dernière journée n'aura plus rien à jouer. Donc, ces Rochelais, ils peuvent avancer, engranger des points, prendre de la confiance. Et oui, ils peuvent arriver comme un boulet de canon en phase finale. Demandez à Toulon l'année dernière, c'est pas bon peut-être de prendre La Rochelle à la maison en barrage. Ce que disait Yanis tout à l'heure, il disait une victoire de patron. Vous avez vu la sérénité des Rochelais sur ce match. Alors que c'est une équipe qui était quand même en galère tous les week-ends. On les a vus combien de fois ils menaient au score, ils se sont fait rattraper, ils avaient des trous d'air. Ils ont enfin mis fin à cette spirale. Mais là, ils nous font un vrai match serein, maîtrisé,
Puis, à La Rochelle, quoi. Enfin, à La Rochelaise, quoi. Oui, à La Rochelle. À La Rochelle, non, c'était à Bordeaux. Et notre collègue Nicolas Zanardi serait content, puisque s'il avait fait le match, il aurait sûrement titré les fleurs du Mol, puisque les Mols de La Rochelle ont vraiment été aussi exceptionnels sur cette rencontre. Et ça fait partie des marques de fabrique de ce stade rochelais-là. Et ça montre la puissance de ce pack. Qui est aujourd'hui un pack redouté, encore une fois, malgré l'âge vieillissant de certains joueurs. C'est comme le vélo, ça s'oublie pas, les ballons portés. Devant à Skelton. Oui, sûrement, peut-être. Bon, mais... on a fait vivre les 5 minutes de bonheur de Paul Arnoux. Oui. Son écran, je pense, est debout dans la rédaction en train de courir partout. J'espère. Il était heureux, Paul Arnoux, aujourd'hui. Alors, ils ont quand même une mauvaise nouvelle. Oscar Gigoux qui est sorti touché. Alors, je ne sais pas exactement la nature de la blessure, mais il est sorti. Donc, la semaine de repos peut faire du bien, notamment pour ça. Oui, et les Rochelais qu'on retrouvera du coup à Vannes dans 2 semaines. Messieurs, on va passer au MVP, la grande mêlée. Tu en as parlé un peu. Toulouse, Thomas Ramos, numéro 10. Comme d'hab, toujours bon. Numéro 10, petite anecdote sur le numéro 10 de Thomas Ramos. Attends, il n'est pas habitué, il est jeune encore. Ashraf, le jingle. Ashraf. Eh oui, on peut être expérimenté. Ils sont pressés, ils sont impatients, ces mecs. Toujours des erreurs. Impatients. La petite anecdote. Allez. Et il avait le numéro 10 ce week-end contre Castres. Et la dernière fois qu'il portait le numéro 10 en club avec le Stade Toulousain, c'était lors du match aller à Castres, en octobre. Remporté par Castres. Et depuis, il avait pourtant porté à 4 reprises le numéro 10, mais avec le 15 de France, 3 fois durant la tournée de novembre et 1 fois durant le tournoi Destination. Voilà. Donc Thomas Ramos, alors, c'est 82 points. La grande mêlée. La grande mêlée. Contre la grande mêlée. À la grande mêlée. Bon, après, bien évidemment, les 7 transformations ont aidé. La pénalité aussi, mais bien évidemment, 2 franchissements, 8 défenseurs battus en 8 courses. Il est notamment décisif sur l'essai de Simon Darroch, qu'on a vu où il remet intérieur à Mathis Lebel, mais il avait fait la plus grande partie du travail, on va dire, sur l'action. Il avait breaké la défense castraise. Au-delà de Thomas Ramos, dont on a beaucoup parlé, notamment lors du dernier tournoi, dont on parle depuis des années maintenant, puisqu'il est exceptionnel avec Toulouse. Il y a le Stade Toulousain, il y a la blessure de Blair Kinghorn, dont on ne sait pas s'il pourra tirer sa place contre Bordeaux, mais comptablement, c'est le week-end parfait pour Toulouse, tout simplement. Ah bah oui, surtout qu'on ne pouvait pas forcément s'attendre à ces résultats-là derrière de Toulon et Bordeaux. Donc Toulouse qui a, pas validé le billet pour la demi-finale directe, mais qui a un pied et demi. Oui, il regarde à commencer à regarder les hôtels à Lyon. C'est pas une info, c'est une petite blague, mais je pense qu'ils peuvent. Toulouse, là où ce qui est encore impressionnant, mais on se répète toutes les semaines, c'est que l'équipe était encore ultra mixée. Parce qu'on a parlé de Thomas Ramos qui était sur le terrain, de Blair Kinghorn, même s'il n'y est pas resté longtemps. Il y avait aussi Jack Willis ou Alexandre Mat, ou Peato Movaca, mais sinon il y avait quand même aussi pas mal de jeunes ou de doublures. Bon, c'est toujours pareil, quand vous avez du Paul Coste, du Choco Barès, du Mathis Delibes ou du Clément Verger, est-ce qu'il faut parler de doublure aujourd'hui, j'en sais rien, mais voilà, une maturité d'effectif qui est quand même assez hallucinante. Et surtout, moi, ce que je retiens, c'est que malgré ces équipes mixées, ces équipes rajeunies, là, on avait 2 demi de mêlée, 2 gamins, 18 et 19 ans, Simon Darroch et Nathan Laveria, parce qu'il faut garder au chaud Paul Graou, qui est absolument indispensable face à la pénurie des numéros 9. Et malgré ça, je trouve qu'ils font preuve d'une maîtrise, d'une maturité dans la construction de leur match. Ils mettent les choses dans l'ordre. Ils ont... Voilà, le début de match a été équilibré, mais après, une fois qu'ils ont réussi à faire sauter le verrou, à faire péter cette équipe castraise, à faire sauter le verrou, comme tu dis, au bout de 20 minutes de jeu, ils ont construit, ils ont déroulé. C'est intelligent, on dirait une équipe pleine d'expérience, alors que la moyenne d'âge est assez basse. Donc, là-dessus, on le sait, sur sa construction d'effectifs et sa construction de saison, aujourd'hui, le Stade Toulousain a de l'avance. Est-ce qu'ils ont besoin de Dupont, finalement? Oui, quand même. Tu as toujours besoin de Dupont. En tout cas, ça te fait gagner le match plus vite. Ils n'auraient pas marqué à la 20e, ils ont marqué à la 12e. Bon, sinon, repasse-toi le replay de la finale de Champions Cup contre le Leinster l'an dernier. Oui, je pense qu'il a été utile quand même. Toulouse semble tout simplement intouchable en championnat, en tout cas sur cette saison régulière. Quand tu regardes, quelle que soit l'équipe, quel que soit l'adversaire, ça devient le même tarif au final à chaque fois. Et je ne peux pas m'empêcher de penser que Toulouse est juste, grandissime favori en top 14, je pense qu'on n'est pas... on est tous à peu près d'accord, mais que c'est pas irréalisable de faire... c'est même probable pour eux de faire un doublé, je trouve.
Oh, probable, le mot est fort quand même. Aujourd'hui, Non, mais- Tu l'as regardé déjà Probable, le mot est fort quand même. non, je le dis, je pense que Toulouse. Jouable. Non, je pense que Toulouse est un sommet qu'aujourd'hui aucune équipe est capable d'atteindre et que, en tout cas au niveau de top 14, si Toulouse continue de jouer son jeu et est à son niveau, personne ne peut aller chercher. C'est ton avis. C'est son avis. Vous Non, mais pensez- Voilà, vous voulez que je me mouille. Vous pensez Je dis C'est aujourd'hui. votre avis. non, mais aujourd'hui, Ah, mais Toulouse En est top en 14, en tout cas, je suis assez d'accord avec toi. Après, en Toulouse Champions est- Cup, attention. est en avance. Aujourd'hui, en Leinster. Champions Cup, ils ont quand même un parcours où il faut. Oui, Bordeaux, Leinster, hein. Il a fallu déjà aller batailler à Toulon en quart de finale. Il va falloir aller jouer à Bordeaux dans un Matmut qui sera plein et essentiellement acquis à la cause des Bordelais. Même si tu arrives à passer, enfin, quelle que soit l'équipe qui passe, de toute façon, attention, on va pas tirer de plan sur la comète. Il faut jouer Leinster, ouais. Leinster, Northampton. Leinster est quand même favori. Aujourd'hui, Oui. Leinster, quand tu vois la saison qu'il réalise, ça va cogner très très fort en finale, que ce soit pour l'UBB ou le Stade Toulousain. Mais non, là où je peux rejoindre par contre, c'est ils ont une vraie avance, encore une fois, sur cette homogénéité d'effectifs et surtout cette jeune garde qui est prête quand même très 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 vite, quoi. Très 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 vite, quoi. La semaine précédente, la victoire au Stade Français avec t'as un mec comme Léo Banos, hein, t'as l'impression qu'il a 10 ans de top 14 derrière Ouais, lui. c'est Enfin, que des joueurs comme ça. La paire de sang de Choco Barres Coste, C'est ce qu'on elle dit. risque de ne pas être alignée en demi-finale Champions Cup. Je veux dire, Tu peux péter un le mec, match, tu pètes Kinghorn, tu joues avec Mathis Lebel et Dimitri Delis-Bozel, les deux font un match de fou furieux. mais c'est la force de l'émulation, justement. Ce qu'on disait. T'as des cette mecs cette partout concurrence. qui explosent et qui Et te font... sur ce match, tu as Malia qui est en tribune. Tu as Romain Tamac qui est ménagé en tribune. Graou qui est en tribune. Tu as Graou qui est laissé au repos, ou plutôt au frigo avant la demi-finale contre Bordeaux. Mais T'as Pita Aki qui faisait des allers-retours parce qu'il n'était pas dans le groupe avant le match. Enfin, ce qui est fort, Yanis, je trouve, c'est que justement, tu citais le poste d'ailier, c'est qu'ils ont réussi, le staff, à mettre en place cette espèce de cercle vertueux de la concurrence depuis plusieurs années. C'est qu'à chaque fois que les mecs ont une opportunité de se montrer, bah, ils croquent dedans, quoi. Là typiquement, tu parles du poste d'ailier, Capozzo est blessé, Malia est en tribune, Kinghorn qui jouait arrière, mais bon, qui est aujourd'hui un des premiers choix à l'aile sur les gros matchs, se blesse au bout de 10 minutes. Bon, mais des garçons comme Lebel, comme Delib, ils savent que c'est leur moment, qu'il faut montrer, ils traversent le terrain. Tu fais Barassi. dépanner Barassi à l'aile. Le mec, il joue 3 quarts centre, tu le fais rentrer à l'aile. Il a fait un match époustouflant. Enfin, je veux dire, à un moment, ce que je veux dire par là, c'est qu'ils ont réussi à rentrer dans ce truc assez vertueux, même chez les jeunes, où tu as des places à aller chercher, où tu as notamment des billets sur le banc à aller chercher, suivant si tu fais un 5-3, un 6-2, et tu as l'impression que ça fonctionne. C'est certainement plus fragile qu'il n'y paraît, mais en ce moment, ça fonctionne. Et je ne sais pas si vous avez vu Lebel après le match, est-ce que vous avez pu lui poser la question de quoi il était le plus fier sur son action sur l'essai de... Alors, Il je sais peut- plus il qui peut- c'est. Baroque Non, c'est pas l'essai de Roumat. Voilà, l'essai de de Roumat. Roumat. Est-ce que c'est le crochet sur Zarantonello? Est-ce que c'est le fait d'être resté en vie sur le plaquage de Raisuke? Parce que Raisuke arrive et Lebel glisse, et là j'ai eu très peur que Oui, Lebel en fait, se prenne dans la tête. je pense que Raisuke ne fait pas faute. Non, C'est mais très en fait, impressionnant. c'est- Ça peut faire Lebel très mal. glisse en fait. Oui. Donc en fait, Raisuke se baisse vachement. Mais il peut lui faire très mal. Mais Lebel, pour avoir regardé l'action, Lebel se relève Sur de les tout suite, de suite, célèbre. Même, il y a beaucoup de Toulousains qui, au lieu d'aller féliciter Roumat, sont allés féliciter Lebel. Je pense que ça s'est pas trop vu à l'écran. Mais non, en tout cas, il va bien, puisqu'il a fini le match. Mais c'est vrai que l'action est un peu impressionnante. Ça Mais pouvait beau faire peur. crochet sur Zarantonello, ce qui est tout aussi impressionnant. Oui, C'est vrai. oui. Non, mais c'est après les Toulousains, oui, c'est rouleau compresseur. Hein. Dès que ça met un pas, 2 pas, à la 20e, et puis terminé. Ouais, surtout revois plus. dès que tu les laisses prendre confiance, arriver à mettre ce chaos un petit peu sur le terrain, ce désordre, ils deviennent absolument diaboliques. Hein. Dès qu'il y a 3 espaces à droite puis- et à gauche. J'en profite puisque tu es là, tu es quand même un spécialiste de Toulouse dans la rédaction. Mais qu'est-ce que c'est aujourd'hui la faiblesse de Toulouse? Moi, j'en vois en fait aucune. À part sûrement le poste de demi-mêlée, si Paul Graou venait à avoir un pépin physique. Et donc à ce moment-là, tu te retrouverais voilà. vraiment avec un manque d'expérience à Non, la mais charnière qui serait préjudiciable. Des fragilités. Mais sinon, quelles sont les faiblesses de Toulouse? Des fragilités, il y en a toujours parce que tu peux être pris par exemple en mêlée fermée sur un match. Ouais, et c'est déjà arrivé cette année. Tu peux être pris, ça a été le La cas touche ces dernières aussi, saisons. un peu. C'est arrivé plusieurs fois ces dernières saisons que tu te fasses prendre au sol le jour où tu mets un petit peu moins d'intensité.
Et les adversaires de Toulouse, ils savent pertinemment qu'il faut arriver à faire tomber ces joueurs-là et il faut arriver à les ennuyer au sol parce que pourquoi ? Pour leur faire perdre du temps et éviter des libérations rapides. Parce que si ces mecs arrivent à jouer debout ou s'ils arrivent à mettre beaucoup de vitesse sur les libérations, oui, aujourd'hui, ils ont un rugby qui est en place offensivement, qui, à mon sens, est certainement le plus efficace, peut-être même d'Europe, oui. Puisque je vais rebondir sur ce que tu dis. Quelles sont les faiblesses de Toulouse ? Donc tu me dis la touche. Ah, mais la touche, non, j'ai pas dit. Mais la touche, parfois la touche. Il laisse échapper quelques ballons, mais ils en récupèrent aussi à chaque fois. Donc la mêlée, le jeu au sol. Non, c'est pas 3 points forts de l'Union Bordeaux-Bègles. Mais ça sur la demi-finale, oui. Sur ça, ça donne encore une fois des arguments sur le fait. Ça nous fait encore des arguments sur le fait que je ne vois pas comment Toulouse peut échapper, par exemple, cette demi-finale. Toulouse a aucun joueur qui va. Toulouse a aucun joueur qui va à 38 km/h. Nelson Épée. Voilà, donc répondu, cloué. Du coup, ta grosse cote, c'est Nelson Épée sur la feuille de match. Non, mais c'est vrai qu'en touche, par exemple, au Stade Français, voilà, la première mi-temps, il laisse 5 ou 6 ballons, je crois. Voilà, ils en perdent quelques-uns contre casse. Mais après, ils sont au début du match, juste. Mais après, ça se reprend. Non, mais voilà, mais après, après, s'ils en grattent en face, voilà, ça s'égalise un peu, mais. Donc voilà, mais après, oui, tu vois, à Toulon, il pleuvait des cordes contre le PAC de Toulon. Il a fallu vraiment cogner. Toulouse l'a fait. Contre Castres, quand il y avait des espaces, Toulouse a pris les espaces, ils en ont mis 50. Non, mais l'immense. Ils savent tout faire. La maturité de cette équipe est quand même forte. Voilà, mais l'immense point fort. Qu'est-ce que tu veux dire ? L'immense point fort de cette équipe, c'est vrai, pour résumer ce que vient de dire Vincent, c'est ce côté caméléon. C'est que c'est une équipe. Mais après, c'est là. Voilà, je ne vais pas refaire l'histoire du Stade Toulousain, mais. La culture de ce club, c'est justement l'adaptation. Je veux dire, c'est quelque chose, c'est une vertu qui est ancrée dans les murs à Ernest Vallon, s'adapter à la situation, que ce soit sur le terrain, en dehors, et ça, là-dessus, ils excellent là-dedans. Messieurs, on est un peu long, comme d'habitude. Hein. Voilà. C'est à cause du présentateur. Oui. Je trouve en fait, les questions sont trop ouvertes, tu sais, et donc du coup, ils nous laissent partir un peu dans tous les sens. Donc, si vous voulez, je fais que des questions fermées, ça va être hyper emmerdant pour tout le monde. Hein. Qu'est-ce qu'il y a ? Il est un peu piqué. Il a dit un gros mot. J'espère que tu dois un café Jérémy, à tout le monde à la rédaction. Jérémy, tu as dit bâtard aussi pendant la. Et j'ai pas relevé. Ce n'est pas un gros mot. Et j'ai pas relevé. Non, alors il nous reste bien évidemment. J'ai évoqué bien sûr la défaite frustrante des Françaises à Twickenham, qui nous ont bien fait vibrer quand même. 43-42. Lisez Simon Valzer demain matin. Voilà, plein de papiers sur l'équipe de France féminine. Ouais, bravo, qui était au match, il était à Twickenham. Il a dû vibrer. Eh oui. Nous on a vibré aussi. L'essai de Johanna Grisé était aussi beau que la dernière action a été frustrante. Voilà, pour ceux qui ont vu le match. Retenons l'essai de Johanna Grisé. Voilà, parce que si on retient la dernière action, la Fédération française de la loose a dû se délecter devant cette dernière action. Ouais, mais alors l'essai était exceptionnel. Oui, c'est vrai. Sans l'essai, on n'y aurait pas cru sur la dernière action. C'est ce que tu as envie de me dire. Aussi. Alors, les autres résultats marquants. Pardon. Non, on parlait de foot. Continuez. Sur les autres matchs, messieurs, vous voulez évoquer quoi ? Il y a Bayonne qui a gagné Pau 27-22. Les Bayonnais foncent tranquillement vers la phase finale et vers un barrage à domicile, disons-le. Oui. L'ASM, Raka, doublé, qui est dans le top 6. L'ASM a 4 journées de l'affaire. Alors, il y a eu des moments creux. Ça joue pas toujours très bien à Clermont, mais c'est dans les 6. Qui s'en fait peur quand même, avec notamment une interception de Thibaut Regard. Et puis les Lyonnais n'ont pas réussi à éteindre le Michelin. Ouais. Parce qu'ils ont beaucoup parlé dans la presse. Cette phrase-là. Ils ont beaucoup parlé dans la presse, les Lyonnais. Ils se montent tous les uns contre les autres. Là. Ils se montent tous les uns. C'était sur Rugby Rama, l'interview de Charlie Cassard, disons-le, qui je pense. Mais c'est méchant. C'est depuis la nuit des temps que les mecs se servent de ce genre de choses. Ça existait, ça existera toujours. C'était beau ça. Ça c'est en vrai, j'écoute l'expérimenté. Voilà, quand il a quand même 20 ans de plus que nous. Quand même souligner aussi pas toujours. À Montpellier. Perpignan Montpellier fait une vraie mauvaise opération, puisque en fait ils sont capables d'aller chercher ce point, mais il manque notamment plusieurs pénalités de Thomas O'Hallan, et au final ils échouent quand même dans leur quête de bonus défensif qui peut compter à la fin de la saison. Ouais, et Montpellier qui est toujours là. Montpellier qui est toujours là. Après Hogg blessé, potentiel fin de saison. Qui pourtant est vraiment l'option numéro 1 en 10 malgré l'arrivée de Russ, et qui faisait aussi un bon match jusqu'à sa sortie. Qui fait une bonne saison. Et qui est ultra précis au pied. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu son drop sur ce match, qui est un drop de 40 mètres, après un renvoi d'un but. Un geste un peu, c'est vrai, j'en discutais tout à l'heure avec quelqu'un à la rédaction.
D'accord, c'est un secret du coup. Non, c'est Félix, voilà, bon, je le dis. Ah, voilà. Je disais avec Félix. Non, mais j'avais l'impression qu'il avait parlé avec Emmanuel Macron qu'il fallait pas le dire. C'est une arme, la précision face au perche, qui n'était pas forcément l'arme principale de Stuart Hogg dans sa carrière, quoi. Non, et c'est quelque chose qu'il a su développer en après-carrière, on a l'impression, quand il est revenu. Parce on a oublié qu'il avait pris sa retraite. Oui, il a pris sa retraite. Pendant 2 ans surtout. Oui, et qu'il est revenu à Montpellier. Ouais. Non, il fait une vraie bonne saison. Et effectivement, je pense que ce garçon peut manquer dans la dernière ligne droite, ne serait-ce que par son vécu des grands matchs, des matchs sous tension. Je pense qu'au-delà de ses qualités individuelles que tu viens de souligner, Yanis, c'est quand même le genre de mec qui a tendance à apaiser, à rassurer autour de lui. C'est la fin de saison. Je crois que dans ce leadership-là, sur ces matchs très fort en jeu de fin de saison, effectivement, il peut manquer. Équipe difficile à lire à Montpellier aussi, comme beaucoup dans ce championnat, quand tu regardes. Mais après, on n'en a pas beaucoup parlé, mais tu crois que c'est facile à lire. On a beaucoup vanté, il y a eu beaucoup de matchs qui pouvaient gagner, qu'ils ont lâché à la fin. Montpellier a perdu énormément de points d'ailleurs dans les derniers instants de la partie. Je crois que c'est l'équipe qui a perdu le plus de points après les Sirènes dans ce championnat, donc c'est là où je dis équipe difficile à lire quand même. Ouais, mais oui, c'est vrai. Messieurs, semaine prochaine, voilà, week-end, alors pas européen, attention, week-end d'Investec Champions Cup et de PCR Challenge Cup. Extra-européen. Intercontinental. Voilà. Voilà, avec... bon, on va pas se mentir, pour ceux qui ne suivent que le rugby français, et on vous le souhaite pas, suivez un peu le rugby qui se fait après, de l'autre côté de la frontière, il faudra être collecté le dimanche prochain. Oui. Voilà, puisque Lyon Racing à 13h30, demi-finale Challenge Cup. Et bien sûr, la demi-finale que tout le monde attend à 16h au Matmut Atlantique de Bordeaux. Bordeaux-Bègles, Toulouse, tu y seras, si je ne me trompe pas. J'y serai, tu ne te trompes pas. Tu n'y seras pas? Tu travailles dimanche prochain? Je travaille pas dimanche prochain. Si je travaille le matin, bon. D'accord. D'accord. Je vais pas dire mes horaires peut-être. Voilà. Non, mais parce que tu me regardais bizarre, donc. Non, j'y vais pas. Non, c'est sa façon normale. J'irai à la finale à Cardiff entre Bordeaux et Leinster. Bon. Non, mais voilà, et bien sûr très le samedi 18h30, Leinster-Northampton. Leinster-Northampton en Champions Cup à voir. Le Leinster qui a perdu ce week-end d'ailleurs. Ouais. Et étonnant, étonnant. Non, mais tu vas peut-être nous en parler puisque le stade du Leicester a décidé de révolutionner sa stratégie puisque les internationaux n'ont pas joué à l'URC. J'ai regardé, c'est quand même exceptionnel. Tu juges cette stratégie, tu la trouves payante? T'as des mecs comme tu vois, James Lowe, Van der Fleer, Gibson Park, qui n'ont pas joué un seul match du URC en 2025 quand même. Mais c'est faux, c'est énorme. Est-ce qu'on peut faire un truc qui est surpris? Et ça les empêche pas d'aller. Oui, ils sont 40 points devant. C'est que la deuxième défaite de leur saison quand même. Ouais, c'est vrai, mais ça les empêche aussi. Alors je suis d'accord avec le Leicester parce que ça les empêche aussi de gagner des titres apparemment depuis 3 ans, donc il faut peut-être qu'ils changent de stratégie. Parce que j'aime le Leinster, il n'y a pas de souci, mais ça fait quand même 3 ans qu'ils n'ont pas gagné. Ni l'URC, qu'on juge souvent faible. T'as l'air de les adorer. Ouais. Ils ont gagné avec l'Irlande. Ah non, c'est vrai. On les a gagnés. Non mais voilà, donc le Leinster-Northampton, bon, on mise tous sur le Leinster, hein, sur le papier. Northampton qui peut avoir des raisons d'y croire, mais le Leinster paraît tellement fort. Oui, c'est vrai. Le Leinster qui a toujours pas pris un point. Donc le but déjà pour Northampton, c'est de mettre une pénalité, au moins une pénalité, débloquer les compteurs. Ah, tu veux dire en phase finale? Phase finale. Alors, si en 6 matchs ils n'avaient pas pris un point, bon là on abandonne. Excuse-moi Yanis, mais donc voilà. Donc Leinster-Northampton samedi prochain à 18h30. En tout cas, on regardera ça avec attention. Merci messieurs. Merci à vous. Merci, j'ai l'air d'aller se coucher quand même pour moi. Ah oui, voilà. Une fois je me suis couché à minuit. Bonjour, comment j'étais fatigué. Hein. Ça, hein. Il a pas la ref, il est trop vieux. C'est ça qui est exceptionnel. Merci à Ashraf en régie. Je sais pas si Paul Arnaud est toujours dans la réalisation en train de célébrer la victoire de La Rochelle ou il est en train de rentrer chez lui. Jeudi kick-off avec Théophile et dimanche prochain 3e mi-temps après la demi-finale Toulouse-Bordeaux. Tu feras depuis le stade ou pas? J'y serai. Depuis le stade, toi, peut-être une petite visio? Je ne sais pas. Le dimanche, c'est souvent. C'est galère. C'est vrai qu'il y a bouclage. Ouais, voilà. C'est compliqué. Voilà, donc, mais bon, voilà. Puis Jérémy est quelqu'un de prisé aussi. Donc. Oui, puis après, il a une séance de dédicace d'ailleurs après le match. Oui, c'est vrai. Mais vous aurez peut-être. Retrouvez-le au carrefour de la Belge. Peut-être Judith qui sera au stade. Oui, mais il y aura bien sûr du monde au stade à Bordeaux pour cette demi-finale. Merci à tous. À la semaine prochaine. Ciao, ciao.